Bonjour Rachel Delacour. Bonjour Marie-Claire. Merci d'être venue jusqu'ici. Rachel, j'ai souhaité vous faire parler de votre parcours alors même que vous dirigez une start-up et non une PME, alors que c'est mon parti pris d'invitation dans cette séquence portrait, c'est plutôt une patronne de PME. Mais j'ai trouvé intéressant de vous faire venir parce que je trouve que vous allez pouvoir nous expliquer la façon dont vous êtes passé finalement d'une première entreprise, BIM Analytics, à celle que vous venez de lancer dans Sweep, qui est une entreprise justement à impact. Et je pense que c'est intéressant de voir ce parcours et de voir que vous avez besoin de cet engagement pour que ça donne un vrai sens à ce que vous faites. Et vous avez choisi un thème qui est en plus ô combien important, puisque vous êtes sur le thème de la transition climatique. Donc c'est tout à fait dans l'air du temps. Alors, si on reprend un petit peu votre histoire, puisque c'est le jeu, vous avez démarré par des études, vous avez été ingénieur en termes d'études, non même pas ingénieur, le terme est faux, mais école de commerce, justement. Un profil financier. C'est ça. Et vous avez démarré d'ailleurs par du contrôle de gestion, si je ne me trompe pas, notamment chez Carrefour. Hein. C'est ça. Et puis après, donc en 2009, vous avez eu la première, vous avez été titillé par l'envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ça s'est passé comment ? Ça s'est passé que quand j'étais chez Carrefour, justement, j'étais en tant que contrôleur de gestion aux hypermarchés France. J'étais forcément exposée à tout un tas de très belles machines technologiques qui me permettaient de processer les datas et puis surtout d'être dans ce que l'on me demandait dans ma mission, qui était vraiment l'analyse des chiffres. Mais c'est vrai que je ne voyais pas la complexité en fait de la collecte et de la complexité IT en fait qu'il y avait derrière tous ces points de données. Et puis en fait, je suis allée ensuite après Carrefour, je suis allée travailler, j'ai été débauchée par une autre entreprise pour créer tout le contrôle de gestion France. Donc c'était une très belle opportunité pour moi à seulement 25 ans. Et en fait, je suis arrivée dans cette entreprise qui avait pourtant beaucoup de moyens. Et en fait, je dis ok, je suis contrôleur de gestion, etc. Enfin, je viens monter. Quid des outils de business intelligence et ils sont où? Et en fait, on me dit écoute, tu vas faire la queue le matin pour récupérer tes fichiers CSV. Ah oui. Ok. Donc voilà. Et en fait, on m'a très gentiment accordé, pour moderniser un petit peu le service, on m'a très gentiment accordé un budget que j'estimais être très 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 important. Sauf qu'avec ce budget-là, j'avais à peine 1 ou 2 licences de ces outils dits de business intelligence et ces logiciels-là, que j'avais très peu d'accompagnement pour le mettre en place. Et en fait, là, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que chaque entreprise a besoin de piloter son activité. Ce n'est absolument pas moderne. On parle encore... Et à côté de ça, c'était une période où on voyait que Salesforce, par exemple, commençait à prouver qu'il y avait un modèle économique dit SaaS, Software as a Service. Oui, parce que ça, c'était nouveau aussi. Enfin, c'était nouveau. Moi, j'étais dans cette... alors que ça n'existait pas encore. Non, voilà. Donc, il y avait Salesforce qui montrait qu'on pouvait commencer à créer des entreprises avec un modèle distribué cloud. Vous aviez des entreprises comme Amazon qui commençait à lancer Amazon Web Services, qui montrait aussi que les infrastructures technologiques distribuées pouvaient recevoir des applicatifs type business intelligence. Et moi, j'étais aussi dans une génération qui commençait à utiliser tout un tas d'applications avec les premiers iPhones, où je me disais, mais c'est quand même très sympa chez soi avec les applications. Donc, vous vous êtes dit, go, et en fait, là, je me suis dit, voilà, ça a besoin de modernité, ça a besoin d'être distribué, online, etc. Et donc, avec mon cofondateur de l'époque, on ne venait absolument pas du milieu du logiciel, mais on partait du principe qu'après tout, si nous avions ces besoins-là, eh bien d'autres D'ailleurs, vous m'avez raconté que pour prospecter, vous l'avez fait via LinkedIn, justement. Mais moi, LinkedIn a été mon meilleur ami de chambrée, j'ai envie de dire. Parce que quand on était repartis chez nos parents pour à plus de 25 ans, vous imaginez bien, pour créer l'entreprise parce qu'on n'avait plus de salaire. Oui, moi, je vivais LinkedIn dans la chambre d'adolescent, quoi. Et ça a marché. Ça a marché. C'était très intéressant de voir surtout que le marché français nous boudait directement parce que la data dans le cloud, n'importe quoi, hérésie. Et à côté de ça, le même type de profil, type CTO, enfin DSI, de l'entreprise américaine, même taille, même industrie, on va dire, que l'entreprise française, cet interlocuteur-là nous disait au même moment, c'est génial, c'est le futur de la business intelligence, de l'informatique décisionnelle, il faut absolument que vous nous teniez au courant de vos progrès, et on va essayer. Et en fait, très rapidement, voilà, alors qu'on était, on était reparti à Montpellier pour coder, en se disant qu'on aurait un développement commercial sur Paris, finalement, on s'est dit, mais
finalement, le marché français ne prendra pas avant, en tout cas plus longtemps. Commençons à développer pour le marché américain depuis la France, parce que c'est pareil, tant qu'on n'a pas fait ses preuves. Mais c'est là où la magie du SaaS et de l'online fait que moi, j'étais déjà fière de me dire, mais en fait, je rapatrie déjà de l'argent de clients étrangers sur le territoire français. Et je me disais, mais c'est magique cette histoire. J'étais fière. Alors, ça a été magique et ça s'est développé très très bien pendant plusieurs années finalement. Mais en 2015, vous avez néanmoins, je passe à l'étape suivante. En 2015, vous avez quand même décidé de vendre et vous avez vendu donc fort bien. Oui, exactement. Alors en fait, ça vous a fait mal de vendre ou c'était bien? Non, mais alors je pense que c'est ce que je dis souvent à plein d'entrepreneurs qui me disent, ah mais regarde Rachel, comment est-ce que je peux faire pour vendre ma société? Je leur dis, alors faut surtout pas se mettre dans une position où tu veux vendre, parce que si tu veux vendre, tu n'es pas dans l'optique de développer ton business, et de toute façon, c'est toujours les beaux business qui se font racheter, hein, voilà, et pas ceux qui ont essayé un autre chemin. Donc, et en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est que justement tous les feux étaient ouverts, la filiale que nous venions d'ouvrir aux États-Unis cartonnait, et en gros, on commençait à se dire, on va faire une série B, donc en termes de financement, voilà, passer à l'étape d'après pour continuer de bien développer. Et c'est à ce moment-là que Zendesk nous a approchés, et ça s'est passé très vite, et ils nous ont dit, écoutez, voilà, votre produit nous intéresse énormément, voilà ce que nous souhaitons faire. En termes de stratégie, ils nous ont présenté en fait ce qui était finalement sur notre roadmap des années à venir, ce qu'on avait prévu. Et c'est vrai que on parle souvent de fit culturel, hein, et c'est exactement ce qui s'est passé avec des gens très respectueux, et on s'est dit qu'on allait être finalement en très bonne compagnie au sein de ce type d'entreprise. Et moi, je vous avoue aussi qu'à titre d'entrepreneur, enfin en tant qu'entrepreneur, vous dire que vous allez intégrer une belle machine américaine post-IPO, post-entrée en bourse de leur côté, sur des croissances incroyables, en fait, de voir une belle machine de l'intérieur, évidemment, ça attire. Alors ça, c'était une première étape, donc première expérience très réussie. Là, vous êtes resté après pendant 2-3 ans, ou même un petit peu plus, à avoir des activités autres. C'est là que vous avez d'ailleurs été coprésidente de France Digital, vous êtes lancée dans le Business Angel. Exactement. Donc là, vous avez vu un petit peu une évolution du monde de la tech. Vous avez vu une évolution d'ailleurs des femmes dans ce monde de la tech, sans doute. Oui, exactement. J'ai eu le temps aussi et parce que j'avais créé aussi un réseau qui m'a proposé des choses. Hein. C'est aussi ça, avancer aussi dans l'entrepreneuriat. C'est aussi rencontrer plein de personnes qui vous proposent aussi des opportunités. Donc, forcément, l'argent de l'acquisition me permettait aussi d'investir. Moi, j'ai préféré tout de suite me dire, moi, aucune thèse d'investissement, je ne suis pas une professionnelle de ça, mais de me dire, faisons au moins, il faut au moins que moi, je dirige cet argent à destination des femmes, parce que des là, femmes entrepreneurs. Votre pourcentage de femmes entrepreneurs dans vos participations est important. Au moins 60%. Ça, j'en suis plutôt fière. Après, je pourrais faire plus, mais bon, voilà, c'est vrai que j'ai d'autres occasions aussi. Mais voilà, ça, c'était important, en tout cas, d'axer mon action à cet endroit. Et c'est vrai que j'ai pu, en étant aussi coprésidente de France Digital, aux côtés de Jean-David Chamboredon, j'ai pu aussi voir de manière un tout petit peu plus macro ce qui se passait auprès d'autres startups, auprès d'autres. Et c'est là aussi où j'ai vu qu'on était un petit peu au niveau, pas zéro, hein, mais bon, voilà, on n'était pas franchement. On est beaucoup trop bas au niveau de la visibilité qu'on donne aux femmes. Et en fait, cette visibilité-là, dans le milieu de la tech, forcément, elle fait des petits, entre guillemets. Voilà, donc il faut. Et alors, de ce fait, vous avez, enfin, c'est pas lié d'ailleurs, mais c'est simplement parce que vous avez été reprise assez vite par l'envie de repartir dans une nouvelle aventure. Et donc, vous avez lancé maintenant, c'était début 2021, de 2 ans. 2 ans, vous avez lancé Sweep. Alors, Sweep, vous l'avez lancé avec une autre intention, qui est une intention véritablement d'agir par l'engagement que vous preniez en faveur de la transition climatique. Oui. Alors là aussi, en quelques mots, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis, alors pardonnez-moi le vocabulaire, mais je me suis éclatée chez Zendesk. C'était vraiment super. J'ai vu en fait les recettes aussi. Alors est-ce qu'elles sont toutes duplicables? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vu des recettes incroyables de l'intérieur et je me suis dit, mais si un jour je remonte une entreprise, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Et en fait, le moment est venu où je me suis dit, relance-toi. Sauf que c'était un moment où je me suis dit, mais tu peux pas juste recréer une entreprise pour être profitable. La planète Terre est en train de s'auto de se suicider. Oui, il y a une urgence. Il y a une urgence. Ouais. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai eu un déclic. En lisant un rapport du GIEC. Et c'est là où je me suis dit, mais quand même, toi, tu fais partie des quelques personnes, finalement, qui ont accès à un réseau, qui ont accès à du financement, qui ont accès à des tribunes, qui ont accès à d'anciens codeurs, ingénieurs. Donc, qu'est-ce que tu peux faire de ça? Sauf que moi, je ne sais faire que du B2B, je ne sais faire que du digital. Je ne vais pas réinventer la roue du jour au lendemain, d'accord? Et en fait, le but, ça a été de commencer à intervenir
interviewé des PDG d'entreprises qui étaient d'anciens clients, leur dire mais qu'est-ce que vous faites et pourquoi, et ça ne va pas plus vite, etc. Et eux m'ont dit, écoute, tu sais quoi, en fait, le carbone, on ne sait pas par quel bout le prendre, on a envie, on a une démarche sincère, sauf que dès qu'il s'agit de comprendre la data, de la transformer en carbone, de la mesurer et surtout de piloter la réduction, on ne sait pas faire, la réglementation, le risque réputationnel sont là, mais on est perdu. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est incroyable, ils me demandent finalement de faire de la business intelligence, de l'informatique décisionnelle, appliquée au carbone. Exactement. Et là, hop, on reprend les équipes. Et vous repartez. Ben voilà, c'est donc votre nouvelle aventure. Alors, vous m'aviez dit, quand on a préparé cette émission ensemble, vous m'aviez dit qu'au départ, vous vouliez créer une marque de vêtements pour enfants. Hein, c'est bien ça? Ah, au tout début. Non, ça c'était vraiment... Non, mais c'est amusant, parce que c'était vraiment au tout début, quand vous étiez jeune. Bon, finalement, vous n'avez pas du tout fait ça. Non, mais parce qu'à l'époque, en fait, il y avait vraiment un énorme trou sur le marché. Il n'y avait absolument rien sur le sujet. C'était pas le même virage. En fait, vous avez toujours travaillé, vous avez toujours pris le virage digital il y a 20 ans, le virage bas carbone. En fait, ce qui est très drôle, c'est quand j'ai lancé la première entreprise, c'était en pleine crise des subprimes. Là, je lance en pleine récession à venir. Exactement. Et je peux vous dire que les belles exécutions, les belles initiatives et surtout les belles entreprises, elles sont aussi nées dans un univers, dans une certaine adversité. Et c'est pour ça qu'on ira très loin et qu'on sera vraiment l'acteur de l'extra-financier. J'en suis convaincue, Rachel, et je vous souhaite bien sûr le plein succès. Voilà, merci à vous, merci de votre témoignage. Mais écoutez, nous voilà à la fin de l'émission, donc j'espère que cela vous a intéressé. En tout cas, comme à chaque fois, finalement, j'en ressors avec à nouveau la mise en évidence que les entrepreneurs ont des solutions de progrès pour notre société et qu'ils vont continuer à le faire. Donc, merci de votre attention. À très bientôt.